quelques années, un fait divers avait fait scandale. Sharon Duchesneau et Candace McDullough, deux lesbiennes sourdes vivant à Bethesda dans la banlieue de Washington, désiraient un enfant à leur image, sourd de naissance. Source. Pascal Rich, un couple de sourdes fait naître un enfant sourd. Libération 10 avril 2002. Elles se sont d'abord adressées aux banques de sperme qui leur ont indiqué que les donneurs souffrant d'un handicap étaient disqualifiés. Elles se sont alors tournées vers un vieil ami atteint de surdité congénitale, possédant des antécédents familiaux de surdité connus depuis 5 générations. Après insémination, leur enfant est né conforme à leurs souhaits, sourd. Ce couple a fait le choix de chercher le handicap aux États-Unis, où cette pratique est désormais tolérée. Une enquête menée sur 190 cliniques américaines a révélé que 3% des parents sourds ont déclaré utiliser intentionnellement un diagnostic préimplantatoire DPI pour sélectionner un embryon présentant cet handicap. Source. Sylvia Camporesi, Choosing Deafness with Pre-Implantation Genetic Diagnosis, an Ethical Way to Carry on a Cultural Bloodline, ResearchGate, janvier 2010. En 2007, la Cour de cassation avait jugé illégale l'adoption au sein des couples gays, mais en juillet 2010, elle a accepté de reconnaître en France l'adoption d'un enfant par un couple homosexuel qui avait été autorisé aux États-Unis à partir de 1993 par État. Le dernier à l'adopter le fait en 2016. En octobre 2010, toutefois, le Conseil constitutionnel douchait les espoirs des homosexuels en rappelant que l'autorité parentale est réservée aux couples mariés, empêchant de fait l'adoption conjointe par un couple homo et renvoyait la balle au législateur. Mariage homo. La France est officiellement devenue samedi 18 mai 2013 le 14e pays à permettre aux couples homosexuels de se marier. La loi ouvrant le mariage et l'adoption aux personnes de même sexe a en effet été promulguée par le président de la République François Hollande. La seule réserve du Conseil constitutionnel concerne la question de l'adoption. Ses membres ont tenu à rappeler que les dispositions relatives à l'agrément du ou des adoptants, qu'ils soient du sexe différent ou de même sexe, ne sauraient conduire à ce que cet agrément soit délivré sans que l'autorité administrative ait vérifié dans chaque cas le respect de l'exigence de conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant. Qu'implique le 10e alinéa du préambule de la Constitution de 1946? En clair, l'intérêt de l'enfant devra primer en cas d'adoption et cette loi ne crée pas de droit à l'enfant. L'opposition au mariage homosexuel et à l'homoparentalité en France est constituée par l'ensemble des mouvements associatifs, politiques et religieux refusant l'ouverture du mariage civil aux couples de personnes de même sexe et l'adoption par ces mêmes couples. Cette opposition se manifesta notamment à partir du 15 août 2012, peu avant que le projet de loi dit du mariage pour tous, qui élargit le mariage et l'adoption aux couples de même sexe en France, ne soit présenté et ne devienne une loi promulguée de la République. Le 17 mai 2013, au premier plan de ces mouvements, le collectif La Manif pour tous, alors représenté par la militante catholique Frigide Barjot, organise du 17 novembre 2012 au 26 mai 2013 des manifestations de grande ampleur contre cette mesure. Les groupes opposés au mariage homosexuel contestent notamment la modification du Code civil par la suppression des termes père-mère au profit des termes parent 1, parent 2 et s'agissant de la filiation, la remise en cause d'un droit pour un enfant d'avoir un père et une mère. De nouveau, dans les formulaires scolaires, là où était auparavant écrit père ou mère, ce sont désormais les mentions parent 1 et parent 2 qui apparaîtront. La mesure qui vise à reconnaître l'homoparentalité a été adoptée mardi 12 février 2019 par les députés dans le cadre du projet de loi sur l'école de la confiance, mais le texte qui prévoit de remplacer les mentions père et mère par les termes parent 1 et parent 2 dans les formulaires scolaires est supprimé par les sénateurs le mardi 21 mai 2019. Ce n'est qu'une partie remise. Le ministre de l'Éducation nationale avait appelé les sénateurs à faire preuve de sagesse face à un projet qu'ils ne considèrent pas mûr. Source. LCI.fr. École, les mentions parent 1 et parent 2 remplaceront père et mère dans les formulaires scolaires. En 2018, il y avait eu la même tentative de remplacement des termes en Israël. Un certain nombre de rabbins importants de la communauté sioniste religieuse avaient alors publié une déclaration dénonçant la modification des termes relatifs à la parentalité dans certaines formulations officielles de l'État, passant de mère et père à parent 1 et parent 2. Source. Timesofisrael.com.
D'éminents rabbins opposés au terme non genré sur des formulaires officiels. L'Assemblée nationale a voté à nouveau le mardi 28 juillet 2020, au soir, l'ouverture de la procréation médicalement assistée à toutes les femmes sous les applaudissements des députés. Cette mesure phare du projet de loi bioéthique qui est examinée en seconde lecture a recueilli 66 voix contre 27 et 3 abstentions. Malgré des divisions de la majorité, ils ont ainsi rejeté à nouveau la PMA post-mortem avec les gamètes d'un conjoint décédé ou l'ouverture de la PMA aux hommes transgenres. Même sort pour le don d'ovocytes dans un couple de femmes, technique dite de la ROPA, dans laquelle la droite voyait un glissement vers la gestation pour autrui, GPA, recours à une mère porteuse. Source le Parisien.fr. L'Assemblée nationale vote à nouveau l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Le Sénat a adopté dans la nuit du mercredi le 3 février 2021 le projet de loi de bioéthique, amputé d'une de ses mesures, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. Cette disposition pourra toutefois être rétablie par les députés. Nous reviendrons sur ce projet de loi de bioéthique. L'opposition de la manif pour tous porte également sur deux mesures, l'ouverture aux couples de femmes de la procréation médicalement assistée, PMA, et l'ouverture aux couples homosexuels de la gestation pour autrui, GPA, anticipant le programme politique, c'est-à-dire l'acceptation du mariage pour tous, en menant vers la légalisation de la PMA pour toutes, puis pour une question d'égalité se finalisant sur la gestation pour autrui. Aujourd'hui, nous pouvons dire que leur analyse semble correcte. Certaines personnes vivent ensemble à plus de 2 personnes, un phénomène qui se fait appeler polyamour. Une publication le 23 mars sur Facebook du mouvement français pour le planning familial, dit planning familial, a provoqué une polémique, l'association d'éducation à la sexualité étant accusée de faire la promotion du polyamour, le fait d'avoir plusieurs partenaires sentimentaux. Qu'on soit enfant ou adulte, il est possible de changer souvent d'amoureux, d'amoureuse, ou d'avoir plusieurs amoureux, amoureuses en même temps, a notamment expliqué en écriture inclusive l'organisme en commentaire d'un visuel où il est marqué savoir que j'ai le droit de jouer dans la cour de récré, c'est bien, savoir que j'ai le droit d'avoir plusieurs amoureux, amoureuses aussi. Alors là, je vais faire une parenthèse. C'est vrai que ça fait depuis longtemps que j'ai plus fait de parenthèse. Cette histoire de planning familial, c'est comme Evras, hein, donc c'est comme je vous en avais parlé dans l'enquête, euh, c'est lié en fait à l'éducation à la sexualité. Evras, le planning familial, donc c'est toujours lié à ce gauchisme sociétal. Fin de la parenthèse. Dans le Figaro, l'association répond également que cette campagne s'adresse aux enfants et non aux adultes. Ce n'est pas la sexualité génitale qui est visée, mais ce qui se passe comme découverte envers les enfants. Sa vice-présidente dit vouloir déconstruire certaines normes comme celle de la famille traditionnelle. Le planning familial intervient en faisant sa propagande dans les écoles, collèges et lycées sur la thématique éducation à la vie affective et sexuelle, EVAS. Enfin, c'est EVRAS. Le planning familial ainsi que le lobby LGBT portent des pratiques sexuelles diverses, identités de genre, etc. D'ailleurs, les couleurs de peau LGBT signifient le rouge pour la vie, l'orange pour le réconfort, le jaune pour la lumière du soleil, le vert pour la nature, le bleu pour l'art, la magie, le violet pour la spiritualité, puis entre-temps sont apparus d'autres drapeaux, mais je me demande où est la spiritualité dans tout ça. Étant donné que la magie, l'occultisme, c'est pas trop la spiritualité. Fin de la parenthèse. Voilà. L'homosexualité se dit d'une attirance exclusive envers les personnes de son propre genre, couramment désignées comme lesbiennes pour les femmes et gays ou gays pour les hommes. Bisexualité se dit d'une attirance pour plus d'un genre, pas nécessairement de la même manière, fréquence ou degré. Pansexualité se dit d'une attirance potentielle sans distinction de genre. Asexualité se dit d'une personne qui ne développe pas ou peu d'attirance sexuelle pour une autre personne. En fait, en gros, ces gens, ils rendent la chose plus compliquée qu'elle ne l'est, en fait, ces gauchistes, hein. Donc, au lieu de dire, il y a que hommes et femmes, ils commencent à partir dans des délires sociologiques. L'identité de genre est la perception interne et personnelle de ce qu'est le genre d'une personne. L'identité de genre est apparue en droit français et dans d'autres champs du droit avec la loi du 18 novembre 2016. Et le pire dans cette histoire, parenthèse, je fais quand même beaucoup de parenthèses, c'est que ces gens-là, ils se basent sur aucun travail vraiment scientifique sérieux,
ben, c'est juste leur imagination, c'est une maladie mentale, le gauchisme. Donc c'est pour ça qu'ils inventent toute leur identité de genre, je sais pas quoi, toute leur connerie là, ces gauchistes. Fin de la parenthèse. Transidentité se dit d'une personne dont l'identité de genre n'est pas en accord avec le sexe biologique assigné à la naissance. Non-binarité se dit d'une personne qui ne reconnaît pas dans le genre qui lui a été assigné à la naissance, mais pas entièrement dans le genre opposé, qui se situe en dehors des normes du féminin et du masculin. Bispiritualité. Terme générique se référant aux Amérindiens s'identifiant comme ayant à la fois un esprit masculin et un esprit féminin. Intersexe se dit d'une personne née avec des caractéristiques sexuelles, organes génitaux, gonades, taux d'hormones et ou chromosomes qui ne correspondent pas aux définitions typiques de mâle et femelle, non liées au genre mais au sexe biologique donc. Ben, c'est peut-être intersexe, parenthèse, c'est peut-être le seul qui n'est pas contaminé par le gauchisme, parce que c'est vrai qu'il peut avoir malheureusement à la naissance des bébés qui naissent avec les deux les organes génitaux, malheureusement c'est ce qui peut arriver. Et là par contre, ben, ça c'est il peut avoir des accidents dans la nature. Voilà, c'est pas du tout lié aux gauchistes, hein, pour le coup. Fin de la parenthèse. Ce n'est qu'à l'issue d'une longue évolution jurisprudentielle parachevée par la loi article 61-5C, CIF. Loi numéro 2016-1547 du 18 novembre 2016, que le droit aujourd'hui admet que c'est le genre et non le sexe au sens restreint qui gouverne l'identité de la personne, le sexe est biologique, alors que le genre est psychologique. Cette notion de genre est apparue aux États-Unis dans les années 1960 à l'occasion des élaborations étiologiques et cliniques sur le transsexualisme. Ayant une personne qui souhaitait changer de sexe nécessitait un diagnostic du transsexualisme, ce syndrome défini en médecine en vertu du rapport Kuss comme étant le sentiment profond et inébranlable d'appartenir au sexe opposé et qui est retenu dans la nomenclature des actes médicaux professionnels depuis un décret du 8 février 2010 comme étant une maladie à longue durée. Une maladie longue durée. En biologie, le genre est un rang taxinomique qui regroupe un ensemble d'espèces ayant en commun plusieurs caractères similaires. Selon mon prisme, nous sommes du genre humain au sein de l'espèce existe le sexe homme-femme. À présent, le sexe est nommé genre et nous voyons émerger des débats sur la mise en place d'un troisième genre qualifiant un individu considéré comme n'étant ni homme ni femme, à la fois homme et femme, ou neutre. Ces débats reviennent régulièrement depuis Thomas d'Aquin. On vient au monde physiquement, mâle ou femelle, mais on devient homme ou femme au sens social. Dans le même temps, la non-binarité fait son chemin. C'est un concept utilisé en sciences sociales pour désigner la catégorisation des personnes dites non-binaires ou genderqueer, dont l'identité de genre ne s'inscrit pas dans la norme binaire, c'est-à-dire qui ne ressentent ni homme ni femme, mais entre les deux, un mélange des deux ou aucun des deux. Parmi les pays qui ont accédé à la demande de reconnaissance légale d'un troisième sexe figurent les Pays-Bas, cas particulier d'un requérant intersexe, l'Australie sans condition médicale, l'Allemagne avec condition médicale, la Belgique sans condition médicale, le Canada sans condition médicale, l'Islande, le Népal sans condition médicale, le Pakistan, l'Inde, l'Afrique du Sud, Malte, l'Argentine, le Danemark, la province de l'Ontario, la ville de New York, l'Utah et la Californie. En France, la Cour de cassation s'y est opposée en 2017. Mais d'après Libération, un révérend veut solliciter à ce sujet la Cour européenne des droits de l'homme. Les anciens modèles de cartes d'identité françaises jusqu'en 1980 et des passeports français, le modèle bleu plastifié ne mentionnait pas le sexe. Source. La Cour de cassation refuse la mention sexe neutre pour un intersexe. Libération.fr, 4 mai 2017. Olivier Rowland a montré que le terme intergenre est apparu au début du XXIe siècle avant que le lexique ne s'élargisse, bénéficiant de nombreux relais et groupes de discussion sur les réseaux sociaux. Les types suivants sont distingués: agenre et neutrois. Personne qui ne se reconnaît dans aucune identité de genre, variation de la non-binarité. Une personne agenre s'identifie comme n'ayant pas d'identité de genre. Le genre est neutralisé alors que la personne non-binaire se place sur une position intermédiaire sur l'axe homme-femme. La personne agenre se situe en dehors de cet axe. L'expression neutrois qualifie une identité de genre qui est neutre. D'après Karine Espinera, l'identité agenre est le refus probablement
le plus affirmé d'un marqueur de genre. Bigenre. Une personne bigenre est une personne qui s'identifie à deux genres à la fois. Cisgenre. Personne en accord avec le genre qui lui a été assigné à la naissance à partir de son sexe biologique. Gender fluide. Personne dont le genre varie au cours du temps. L'expression met l'accent sur la fluidité du genre. Les personnes pouvant se définir d'une façon ou d'une autre à différents moments, sans se sentir obligées de s'inscrire dans un genre particulier. Le terme englobe tous ceux qui ne se sentent ni tout à fait hommes ni tout à fait femmes, ou à la fois hommes et femmes, et qui ne se sentent pas bien décrits par la catégorisation binaire entre masculin et féminin. L'affirmation d'une identité de genre fluide est très visible dans le milieu à la mode, le milieu de la mode. Non-binaire, personne qui ne se reconnaît pas dans le genre qui lui a été assigné à la naissance, mais pas entièrement dans le genre opposé, se situe en dehors des normes du féminin et du masculin. Pangenre, une personne. Pangenre est une personne se définissant de tous les genres à la fois de manière égale. Transgenre ou trans, personne ayant un genre différent du sexe assigné à la naissance. Transféminin ou transmasculin peut être utilisé par des personnes pour décrire un aspect féminin, un aspect de féminité ou de masculinité dans leur identité. Trans. Les anglophones utilisent trans avec un astérisque pour qualifier toutes les identités de genre non standard, gender fluide, agenre, transgenre, etc. Demi-genre, demi-boy ou demi-girl. Personne se reconnaissant à la fois dans un genre binaire et un genre neutre. Voilà, à très bientôt pour une prochaine vidéo.